Donc, c'est une formation au jeu Motus et vous avez là une image sur la droite donc, de ce qu'est le jeu Motus, enfin, du moins une image symbolique du jeu. Voilà, alors, donc, je reviens aussi quand même pour dire que donc, ce jeu nous a servi dans le cadre de RHS. Donc, je vais d'abord faire une partie un peu théorique sur l'utilisation du jeu parce qu'il peut servir à vraiment beaucoup de choses. Et puis, je vous expliquerai comment nous l'avons utilisé dans le cadre de RHS. Alors, tout d'abord, le jeu, vous l'avez vu sur la première image, vous avez vu de nombreuses petites images. Et donc, le jeu, il se compose de 280 dessins. On a également, après je vous expliquerai évidemment tout ce à quoi ça sert, on a également 6 octogones qui s'appellent les carrefours. Et donc, vous voyez l'image de l'octogone à droite sur la petite image qui en rouge, donc sur fond rouge. On a 30 carrés blancs et on a 5, ce qu'on appelle des sautes motus. Et donc, tout ça, je vous expliquerai à quoi ça sert. Alors, c'est un jeu qui s'utilise, et j'ai mis essentiellement parce que il peut s'utiliser autrement également. Donc, il s'utilise essentiellement dans un groupe. Et il permet, donc quand ça s'utilise au sein d'un groupe, il permet à tous les membres du groupe de s'exprimer grâce à un langage symbolique à travers des images. Et il permet aussi de donner la parole à tous à tour de rôle. Pour ça, eh bien, il y a une série de règles qui sont à respecter et que l'animateur du jeu doit faire respecter si l'on veut que chacun puisse s'exprimer complètement, je dirais, sur la question posée. Alors, c'est un jeu qui a été créé par une ASBL belge qui s'appelle Le Grain et il faut savoir qu'il a reçu un prix de jeu éducatif en Belgique. J'ai également mis sur le côté le lien donc pour pouvoir accéder au jeu. Si vous tapez ASBL Le Grain Belgique, vous allez quand même, vous allez tomber d'office sur le jeu également. Mais voilà, Oui, comme ça, vous avez le lien. Oui. Lynn, oui, je me permets, ASBL, on ne sait pas forcément ce que Ah ça veut oui, dire en ah français. oui, ok. ASBL, je crois que vous appelez ça association. Association loi 1901 si on veut, Oui, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une association sans but lucratif. Voilà. Alors, ça s'appelle jeu, effectivement, Motus, mais au-delà d'un jeu, c'est un outil d'aide à l'expression. Donc, c'est vraiment son objectif, son but. Il faut savoir que son intérêt, c'est qu'il aide à lever certains écueils constatés dans les échanges. Si vous êtes formateur, animateur, c'est déjà des écueils que vous avez pu constater en groupe. Donc, c'est pour certaines personnes, l'expression verbale ou l'expression écrite est difficile. D'accord ? Certaines personnes ont du mal de s'exprimer. Alors, de manière écrite, sûrement, mais même de manière verbale, certaines personnes ont parfois des difficultés à exprimer clairement une idée. Alors, c'est aussi la non-compréhension ou la mauvaise compréhension du message verbal. Donc, quand quelqu'un s'exprime, elle dit quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas forcément bien compris par les autres, ce qui peut entraîner des échanges, on va dire, laborieux, voire même agressifs entre certaines personnes. En groupe, il y a parfois aussi le fait que certains sont timides, ne s'expriment pas, et qu'à l'inverse, d'autres prennent le pouvoir, je dirais, à travers la parole. Et donc, c'est très difficile d'avoir un équilibre correct, je dirais, entre les personnes qui s'expriment. Enfin, c'est aussi parfois la difficulté d'exprimer avec des mots des sentiments et des ressentis parfois douloureux sur un certain nombre de choses, parce qu'on peut aussi s'exprimer sur des choses plus personnelles, je dirais, et le langage est parfois difficile dans ce cas-là. Et donc, l'image aide à s'exprimer, je dirais, de manière plus facile. Alors, donc cet outil permet aussi de synthétiser sa pensée. Pourquoi? Parce qu'on va demander aux personnes, vous allez voir, de choisir une ou plusieurs images. Et donc, ça permet finalement de choisir l'idée essentielle que l'on veut faire passer.
finalement, on arrive mieux à dire, ben, c'est d'abord ça que je veux dire. Ça permet aussi à l'animateur de structurer plus facilement les résultats des échanges. On va voir un peu comment, ça c'est à travers le fonctionnement du jeu. Alors, l'avantage, c'est qu'il peut aussi s'utiliser, enfin, il s'utilise dans de très nombreux cas, et je vais en citer toute une série, et avec des enfants, ce qui est aussi intéressant. Et voilà les grands éléments que l'on peut faire avec cet outil. On peut récolter des informations dans un groupe de personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. C'est tout à fait possible. On peut animer un débat. Et je dirais que l'intérêt, animer un débat à travers le jeu Motus, c'est justement si on a l'impression que le débat risque d'être houleux, il y a moyen aussi de pouvoir guider plus facilement le débat, je dirais. Alors, on peut également, avec ce jeu, faire connaissance avec un groupe de personnes. Donc, on a des personnes que l'on ne connaît pas, mais on a en fait, voilà, on a des messages à faire passer. Eh bien, on peut par exemple, à travers une récolte de centres d'intérêt des personnes, voir un peu comment le groupe, je dirais, se comporte. Et ça permet de pouvoir par la suite, je dirais, avoir plus d'attention par rapport à ce que le groupe souhaite en fait, souhaite porter. C'est aussi la possibilité de construire un projet commun. Donc, on a un projet, eh bien, on va faire émerger toutes des idées sur ce projet. Voilà, etc. Donc, d'autres choses. Donc, c'est varié, effectivement, comme utilisation possible. Il faut savoir que ce qu'il y a de plus important, et surtout donc, au niveau de l'animateur, donc il y a toujours un animateur, et donc j'expliquerai son rôle précis tout à l'heure, c'est la mise en contexte. Et la question posée donc au départ de l'animation et la capacité de l'animateur à faire respecter les règles établies. Donc, l'animateur va réguler le groupe. Il va d'abord présenter voilà, le but et les règles établies et il va réguler le groupe à travers le fait de faire respecter les règles établies. Alors, le concepteur du jeu Motus propose une série de règles du jeu. Donc, je vais les citer parce que voilà, parce que ça a une certaine importance, évidemment, à ce niveau-là. Sachez que dans le cadre des RHS, et pour ceux qui ont utilisé déjà le jeu Motus de manière pratique dans le cadre des RHS, vont se rendre compte que les règles du jeu proposées par le concepteur ont été modifiées par nous pour arriver, je dirais, à l'objectif que nous voulions avoir dans le cadre des RHS. Mais ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer les règles du jeu telles qu'elles sont proposées. Tout d'abord, donc Motus est conseillé pour un nombre maximum de 8 joueurs, 8 personnes autour d'une table. Il est possible de jouer plus nombreux, mais alors le déroulement est plus lent et plus pesant. Les cartes, donc je vais vous montrer quelques photos intermédiaires à certains moments, puisque comme on ne peut pas le faire en présence, il faut bien travailler comme ça. Donc les cartes sont étalées sur une table de telle manière que tous les joueurs puissent les voir et y avoir accès. Et un tour de rôle est distribué, les joueurs ne jouent qu'à leur tour. Donc je vais vous montrer la façon, je vais vous montrer deux images. Donc voilà, donc à gauche, vous avez l'ensemble des cartes images étalées sur une table. Et donc, vous voyez qu'il y en a énormément. Et à droite, vous avez, voilà, quand nous avons travaillé dans RHS, ici avec un groupe de personnes à Onin qui ont travaillé avec le jeu Motus. Donc, vous voyez qu'autour d'une table, effectivement, il y a un moment où si on est trop nombreux, forcément, ça devient difficile. Pratiquement, je dirais, et puis ça va être fort lent pour l'expression. Voilà, alors je reviens aux règles du jeu. Donc, la façon dont logiquement ça doit se passer, c'est que le premier joueur choisit des cartes. Il est indiqué minimum 1, maximum 5. Je peux vous dire tout de suite que si on a 8 personnes qui prennent 5 images,
ça va être beaucoup trop, d'après moi, pour un tour. Donc, nous, on ne le fait jamais comme ça. On pratique avec une image d'abord. Alors, et donc, je répète, là, pour ceux qui ont fait RHS vont se rendre compte que ce n'est pas comme ça que ça a été fait, mais voilà. Donc, il les dépose sur une autre table en partant d'un côté de ce fameux carrefour, de la carte carrefour octogone qui est placée au milieu de la table. Et au départ, cette opération est faite sans commentaire. Alors, je vais de nouveau vous montrer comment ça se passe. Voilà, voilà un peu le résultat. Donc, comme ça, ici au centre, bah, vous avez les cartes octogones et vous avez les différentes cartes placées par les différents joueurs. Comme ça, vous visualisez mieux ce que ça donne comme résultat. Et je reviens aux règles du jeu. Donc, les joueurs suivants choisissent leurs cartes, les placent soit dans le prolongement des dessins déjà posés, soit latéralement au départ de l'un d'eux, soit à partir d'un autre côté du carrefour. Et s'il manque à un moment d'éléments carrefour, puisque vous vous rendez compte qu'on a un octogone, donc on a 8 possibilités de démarrer, je dirais, à un endroit de l'octogone, eh bien, il faudra poser un autre octogone et je vous remontre. Voilà, ici à droite, vous avez 2 octogones qui ont été posés. À gauche, on n'en a qu'un, avec des choses. Donc, il y a un départ chaque fois d'un des côtés de l'octogone, mais il y a des éléments de cartes qui sont posés les unes derrière les autres ou les unes à côté des autres. Ah. Alors, ce qu'il est indiqué, donc pour RHS, c'est de nouveau pas comme ça qu'on a pratiqué, il est interdit de prendre des cartes avant son tour de jeu. Ensuite, pour faire son choix, chaque joueur dispose d'un temps maximum à convenir. Donc ça, c'est de nouveau l'animateur. Donc, le nombre de cartes que chaque joueur prend. Et il va aussi dire, voilà, vous avez 30 secondes, 1 minute, 15 secondes pour prendre les cartes que vous voulez prendre. Si un joueur veut passer son tour ou jouer à la fin du tour, il prend une carte saute motus. Donc, pourquoi est-ce que ces cartes existent? Eh bien, si quelqu'un ne souhaite pas s'exprimer ou ne souhaite pas s'exprimer à un moment, il peut prendre une carte saute motus. Il dit, moi, je ne joue pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, après ce premier tour qui se déroule en silence, chaque participant dans le même ordre donne son interprétation du message des autres personnes qu'il commente en tout ou en partie, mais il ne dit rien de ses propres dessins. Et un temps limité de parole peut éventuellement être décidé au départ. Ensuite, chacun dévoile le message qu'il a déposé et celui ou ceux qui ont utilisé un saute motus expliquent pourquoi ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Avec le commentaire du dernier joueur se termine la première phase de jeu. Et donc, le but là, il est vraiment, si vous voulez, donc chacun a pris une carte et les autres font d'abord un commentaire sur cette carte pour voir comment finalement ils apprécient ou ils ressentent le choix de les autres membres du groupe. Alors, une deuxième, voire une troisième phase sont possibles. Elles comprennent comme la première 3 tours. Et à partir de cette deuxième phase, il est proposé que les joueurs peuvent, s'ils le désirent, fabriquer eux-mêmes leurs cartes avec des cartes blanches ou des cartons mis à leur disposition sur lesquels ils dessinent l'image qui leur convient. Voilà. Alors, on pourra revenir tout à l'heure sur l'ensemble des règles parce que je vais plutôt passer au sujet que l'on peut traiter avec l'ensemble de ces règles. Et donc, je vous ai dit, ces règles, forcément, voilà, je dirais les concepteurs du jeu ont proposé ces règles-là, mais il est possible de les modifier à partir du moment où on les modifie pour arriver à un objectif. Donc, il faut réfléchir quand on modifie les règles du jeu à quel objectif veut-on arriver. On ne les modifie pas au hasard, c'est pas ça que je veux faire, c'est autre chose. Et donc, il faut se dire, si je modifie les règles, je les modifie pour une bonne raison. Et si je modifie les règles, je vérifie qu'elles sont possibles, qu'il est possible de les deuxième chose, et qu'on va bien les respecter. C'est toujours la même chose. Il faut qu'à partir du moment où on a défini les règles du jeu, eh bien, il faut les respecter, les faire respecter par le groupe. Ça, c'est vraiment capital. Voilà donc les éléments
Voilà. Alors, je reviens d'ailleurs sur le mot capital. Il faut savoir que le rôle de l'animateur, il est vraiment très important. Donc, l'animateur n'est pas juste là pour regarder ce qui se passe. Il a un rôle vraiment important au niveau de l'animation du jeu. Tout d'abord, c'est lui qui fait le choix de la manière dont le jeu sera utilisé en fonction des objectifs fixés. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et donc, il peut même modifier les règles du jeu, mais il doit être responsable, je dirais, de cette modification des règles du jeu. Donc, il va présenter les règles et il va veiller à leur respect. C'est lui le garant des règles. Il va décider de l'application de certaines règles. Par exemple, est-ce qu'on va permettre aux membres du groupe d'utiliser ou pas le saut de motus? Donc, c'est-à-dire le fait de permettre aux gens de ne pas s'exprimer sur le sujet. Donc, je reviens par rapport à RHS. On n'a pas permis aux gens d'utiliser le saut de motus dans un premier tour parce que ce qu'on voulait, c'était une récolte d'idées et donc on souhaitait vraiment que chacun s'exprime, surtout que les sujets ne sont pas des sujets où les gens peuvent avoir un problème à s'exprimer. Problème, je veux dire, psychologique ou voilà, social à s'exprimer. Alors, aussi, par exemple, de la possibilité de créer soi-même des dessins, du temps de parole, du nombre de tours de table, etc. Donc, l'animateur doit avoir géré ça avant le départ de l'animation. Il veille donc à la gestion du temps de parole. Il veille aussi, et c'est très important, à laisser la parole uniquement à celui dont c'est le tour. Donc, il ne peut pas y avoir des interférences. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Et le mieux, évidemment, c'est d'être relativement cadré. Hein. On demande aux gens de parler 30 secondes ou une minute. Eh bien, ces 30 secondes ou une minute, ce n'est pas laisser la parole 10 minutes à quelqu'un et que les autres ne puissent pas s'exprimer. Il doit noter absolument, et de préférence sur un tableau visible, l'essentiel des commentaires. Donc, c'est très important que l'animateur, en même temps aussi, note ce que les personnes disent. Et pourquoi sur un tableau visible? C'est pour que les personnes se rendent compte vraiment que ce qu'ils disent est pris en compte. Alors, à la fin, c'est lui qui va analyser ce que le jeu a révélé. Et cette action peut être déléguée à un membre du groupe. Ça, c'est ce qu'on a fait souvent dans RHS. Donc, on demandait à une personne d'expliquer comment le jeu s'était passé et les grands éléments qu'on pouvait en retirer. Ce qui est utile parce qu'on implique effectivement à ce moment-là beaucoup plus le groupe dans la qualité de la restitution. Néanmoins, ça se fait sous sa surveillance. Il peut, par exemple, dire tiens, oui, il me semble qu'on avait parlé de ça, ou il peut dire à quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un veut compléter ce qui était dit par la personne qui avait la responsabilité de ça. Oui, il y a Sabrina, je crois, qui voudrait peut-être intervenir. Je lui laisse la parole. Oui. J'ai juste une question. Toutes ces indications, on les retrouve quand on télécharge le jeu? Parce que j'essaye de prendre des notes. Non. Donc, le jeu, il ne peut que s'acheter. D'accord, ok. Alors, petite précision par rapport… Alors, nous, on a physiquement le jeu à la CSRV et je pense qu'il faudra peut-être le documenter avec des règles RHS et puis plus globales. En sachant que là, tu nous as montré des fonctions d'animateurs qui peuvent s'appliquer ou se moduler en fonction des animateurs des jeux. Mais on pourra, je pense, le jeu le rendre disponible pour les centres sociaux de la CSRV par le biais de la ludothèque. Voilà. À savoir que c'est un jeu, donc c'est une petite farde. Hein, donc si j'étais là, je vous l'aurais montré, c'est vraiment rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que, et donc les règles du jeu, elles tiennent en une page, hein, comme vous avez vu. Et il y a aussi les explications des différentes animations, types d'animations que je vais faire ici, mais donc que vous retrouvez aussi. Mais ce jeu, il est pas, enfin, c'est 15 €. Plus les frais de livraison. Donc, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, je dirais de manière générale. Voilà. Merci. Donc, je vais continuer en vous donnant quelques possibilités d'utilisation générale. Et puis, c'est ce que je disais, je vous expliquerai comment il a été utilisé dans le cadre d'RHS. Donc, ces possibilités, elles se retrouvent ici. Donc, moi, je les ai un peu
synthétisée, mais donc elle se retrouve dans le… enfin voilà, c'est ce qu'ils appellent le guide de l'animateur, d'accord, dans le jeu Motus. Mais voici, c'est une série de possibilités d'utilisation que j'ai synthétisées. Que peut-on faire? On peut par exemple faire émerger l'imaginaire d'un groupe sur un sujet que l'on veut ensuite développer. Alors, exemple de questions que l'on… Donc ça, c'est l'animateur. L'animateur doit déterminer sa question ou sa phrase sur laquelle il veut que le groupe travaille. Exemple, que signifie pour vous le travail? Voilà la question posée. Alors, ça veut dire que ce qu'on va vouloir obtenir comme résultat, c'est quelles sont les opinions, les sentiments de chaque membre du groupe sur un sujet, sur le sujet par exemple du travail de manière générale. Ceci peut permettre ensuite à l'animateur d'aborder le sujet avec plus de pertinence par rapport aux idées du groupe. Voilà, l'animateur veut travailler, je ne sais pas moi, 2, 3 séances, je n'en sais rien, sur un sujet spécifique. Ici, j'ai pris le travail, mais ça peut être vraiment des choses tout à fait différentes. Eh bien, je dirais qu'avant de se lancer dans son animation, eh bien, ça va lui permettre de retirer déjà ce que les gens pensent de ce sujet et être ainsi sans doute plus pertinent au moment où lui va aborder le sujet. Il ne va pas aller, par exemple, de front par rapport à des idées du groupe, enfin, qui ne seraient pas les idées du groupe, où il va se rendre compte, tiens, je dois aborder telle idée parce qu'elle n'a pas été abordée, ou à l'inverse, je me rends compte que telle thématique dans le sujet que je voudrais aborder, eh bien, c'est touchy, ça passe mal, etc. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir, moi, gérer ou bien ma formation ou bien mon animation future pour ne pas aller de front avec le groupe, pour ne pas me mettre en opposition avec le groupe. Alors, autre exemple, faire apparaître les opinions de tous sur un sujet sans que certains ne s'accaparent le sujet. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est si on se met à faire, par exemple, un débat sur un sujet, et sans avoir préparé quelque chose ou sans avoir un outil, au niveau de la communication verbale, certains risquent de prendre plus la parole. Alors, par exemple, d'un sujet que je mets ici, c'est « Que pensez-vous des futurs travaux prévus dans le quartier ?» Bien, si on a X personnes autour de la table, bon, je pense que vous savez que voilà, quelqu'un va prendre la parole, va causer 10 minutes, et puis même si on donne la parole à quelqu'un d'autre, la personne va dire oh, non, ben non, moi j'ai rien à dire, non, finalement, ben, il a raison, etc. Or, ce n'est pas forcément le cas. Mais il n'osera pas s'exprimer parce qu'il n'osera pas aller vers quelqu'un, enfin, passer, je dirais, au-dessus de quelqu'un qui a une opinion marquée et qui dit oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, voilà. Donc, et donc, à travers le jeu, et là, les opinions vont être notées par l'animateur. Et l'animateur peut ainsi objectiver les convergences et les divergences sur le sujet. Puisque les personnes ont choisi des images, s'expriment sur les images, eh bien, on va avoir des convergences et des divergences, et l'animateur va pouvoir rebondir sur ces convergences et ces divergences par la suite. Mais elles seront établies, si vous voulez, elles seront objectivées. Autre possibilité d'utilisation, c'est rechercher des idées nouvelles. Donc, c'est une forme de brainstorming. Exemple, quelles nouvelles activités pourrait-on développer? Et le fait d'avoir une multiplicité des images permet d'augmenter la créativité. Mais de nouveau, sans pour ça la forcer, si vous voulez, sans pour ça dire ah ben tiens finalement on n'a pas beaucoup d'idées et puis quelqu'un ou l'animateur dit tiens qu'est-ce que vous pensez si on pouvait faire ça, et donc l'animateur aura là forcé, je dirais, les choses, tandis que si on a des images, chacun va tout d'un coup, à mon avis, avoir une créativité plus importante à travers l'image et va pouvoir la développer sans que l'animateur ait dû dire « Ah ben tiens, finalement, qu'est-ce que vous pensez si on faisait ça à l'avenir ?» Alors, autre type de possibilité, peut-être plus, comment je vais dire, plus à un niveau sociologique, et donc peut-être en avez-vous besoin, peut-être pas, on est plus sur un terrain effectivement, voire psychologique. Voilà, c'est
on peut aussi, à travers le jeu, connaître l'homogénéité ou l'hétérogénéité d'un groupe sur un sujet. Et ça peut se lire. Et donc, l'animateur doit être à ce moment-là, je pense, un peu plus formé à ce niveau-là, qui peut se lire suivant la cohérence ou pas dans le choix des images et leur disposition sur la table. Donc, là, l'animateur se dit finalement, ce que je veux savoir, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment ce qui va se dire sur un sujet, mais plus savoir si le groupe que j'ai devant moi, il voit les choses ou il lit les choses de la même façon. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le même type d'image qui a été choisi, est-ce qu'il a la même signification pour les personnes du groupe? Ça peut être effectivement important à certains moments, quand on veut de nouveau avoir des animations dans le futur, de se dire, ben, je sais que mon groupe, il est homogène ou non, il n'est pas homogène. Alors, le dernier point, c'est ce que je disais aussi, on en arrive même dans des situations parfois un peu difficiles, hein, mais là, on n'est plus vraiment dans un groupe, on est sans doute plus en vis-à-vis avec certaines personnes. Des personnes qui ont des difficultés de s'exprimer ou de jeunes enfants ou des personnes qui ont des blocages psychologiques. On peut, par exemple, à travers, donc on a toutes les cartes répertoriées réparties sur la carte, on peut faire créer ou compléter une histoire par la personne. Ça peut être un groupe aussi, hein. Et donc, voilà, par exemple, l'animateur débute une histoire et la personne complète la narration en choisissant des dessins. Ce qui est aussi souvent plus facile c'est une facilité de s'exprimer par rapport au langage verbal qui est plus difficile, surtout quand on a des émotions, je dirais, difficiles à faire passer. Voilà. Donc là, j'ai plutôt mis le contexte et en vous expliquant, je vous dis, hein, les règles du jeu telles qu'elles sont prévues et comme vous allez les retrouver quand vous aurez le jeu en main. J'ai voulu les expliquer, donc même si nous, on les a utilisés autrement dans le projet RHS, pour que vous ne soyez pas étonnés en disant ben, « c'est pas du tout ça qu'ils ont fait ». Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais d'abord en passer par les règles du jeu traditionnelles, je vais dire. Alors, pourquoi et comment a-t-on utilisé le jeu Motus dans le projet RHS? Eh bien, l'objectif global, on va dire, c'est de récolter ce qu'on appelle les données subjectives sur le quartier, c'est-à-dire comment les habitants voient ou ressentent leur quartier. D'accord? Mais on n'a pas fait que ça avec le jeu Motus, donc je vais vous expliquer. Et donc, nous avons, en fonction des objectifs que nous avions, on a proposé au groupe de travailler sur 3 sujets avec 3 phrases à compléter que nous avions établies, discutées ensemble. Donc ça, c'est de nouveau l'animateur se dit qu'est-ce que je veux avoir et donc soit il pose une question, soit ici dans notre cas, nous avons fait une phrase, mais une phrase très simple pour récolter des informations. Et voilà les informations que nous voulions récolter et les phrases que nous avons lancées, je dirais, aux participants. La première phase, c'est « Mon quartier, c'est ». La deuxième phase, c'est « L'image du quartier vue par les extérieurs, c'est ». Et de montrer de mon quartier, c'est. Et donc, ça veut dire que nous avons bien fait 3 temps de récolte, hein. Ce n'est pas en un seul temps que nous avons fait la récolte, mais bien en 3 temps, en 3 phases. On ne mélange pas les différents sujets sur lesquels on veut travailler. Alors, pour être un peu plus précis sur nos... Oui, excuse-moi, Lynn, quand tu dis 3 temps, oui. Quand tu dis 3 temps, pour que ce soit clair, c'est 3 temps dans la même journée? Oui, on l'a fait dans la même journée, hein, mais ce sont des temps séparés. Parce qu'on a travaillé, je dirais, à peu près une demi-heure sur chaque sujet. Ça va? Maintenant, si on veut être évidemment aller plus loin dans le sujet en question, par exemple, creuser l'analyse de manière plus importante avec les membres du groupe, d'accord, faire une restitution plus importante, c'est sûr qu'on ne va traiter qu'un sujet par les parcelles de 2 heures, par exemple. Voilà. Mais ici, on l'a fait de manière séquencée sur un même
Oui, à peu près 1h30 à 2 heures de travail. D'accord. Ça va? Ouais. Merci. Oui. Alors, je vais repréciser justement les résultats que nous attendions. Donc, ce que nous voulions, c'était faire s'exprimer les habitants sur 3 choses différentes. Voilà les 3 temps. D'abord, sur leur vécu dans leur quartier. Donc, c'était ce qu'ils trouvent sympa ou désagréable. Donc ça, on leur a quand même dit, voilà, mon quartier c'est, ça veut dire, exprimez-vous sur ce que vous trouvez sympa ou désagréable. Et on leur a dit, soit les éléments existants, mais là, il ne faut pas trop détailler. Mais donc, sachez que nous, ce qu'on attendait, c'était les rues, les habitations, les espaces publics, les espaces de jeu, etc. Donc, vraiment le concret du quartier, soit le ressenti. Donc, ce qu'on souhaitait avoir, c'est beau, les gens sont gentils, c'est dangereux, ça a changé, enfin, etc., etc. Plus un ressenti. Donc, on leur avait dit, vous pouvez soit vous exprimer sur ce qui existe, sur le concret du quartier, soit aussi sur votre ressenti par rapport au quartier. Donc, c'était les 2 éléments qu'on voulait avoir. Alors, deuxième question, ou deuxième préoccupation pour nous, objectif, c'était comment les extérieurs voient leur quartier d'après les habitants. Donc, c'était cette question, cette phrase à compléter. D'après vous, comment les extérieurs perçoivent votre quartier? Est-ce que c'est plutôt positivement ou plutôt négativement? Et donnez-en le motif. Exemple, et donc là, les exemples, on ne les donne pas. C'est négatif parce qu'il y a de la délinquance, c'est positif parce qu'il y a beaucoup d'animation. Okay. Et la dernière chose que l'on voulait connaître, c'était les éléments dont les habitants se sentent le plus fiers. De nouveau, ça peut être les éléments existants, mais ça peut être aussi des éléments plus d'appréciation du quartier. J'aimerais bien faire savoir aux extérieurs que dans mon quartier, c'est animé, on vit bien, on s'entend bien, etc. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, là, c'est les choses dont les habitants se sentent fiers et qu'ils voudraient montrer de leur quartier. Alors, comment maintenant avons-nous utilisé le jeu dans le cadre des RHS, sachant que les objectifs, c'était cela que nous voulions? Eh bien, on a adapté le mode d'emploi de cette façon-là. Donc, groupe de 5 à 8 personnes, idéalement. L'animateur a expliqué. Donc, 5 personnes en dessous, c'est trop peu pour avoir les idées. Au-dessus de 8 personnes, eh bien, ça devient lourd. Donc, l'animateur explique la question. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il a demandé au groupe, à chacun du groupe de prendre une image qui correspond à ce qu'il ressent et ce qu'il souhaite dire. Donc, contrairement à ce que vous avez vu ici, on a demandé à tout le monde de prendre une image en même temps. Ce qui aussi réduit le temps et diminue la lourdeur, je dirais, du jeu. L'animateur a expliqué la question, mais en restant le plus neutre possible. C'est ce que je vous disais. Il ne doit pas influencer la réponse. Donc, il évite de donner des exemples qui expliquent trop les sentiments, par exemple. Sinon, c'est un peu, voilà, c'est biaiser le jeu. Alors, l'animateur doit absolument préciser que le choix doit être personnel et se faire dans le silence, parce que c'est évidemment ça qui est important. Chacun doit prendre un carton. Donc, nous, ce qu'on avait demandé, c'était un carton. Mais il doit le faire dans le silence, évidemment. Il ne peut pas y avoir d'échange à ce moment-là. Quand chacun a choisi son carton, l'animateur invite le premier participant à poser son carton sur un des côtés de la plaque Carrefour mise au centre de la table. Et nous avons là demandé non pas que les autres décryptent le message, mais que ce soit bien lui qui explique son choix. Ensuite, à tour de rôle, chacun participe de la même manière, soit en posant son carton près du carton déjà placé, soit une autre face du carrefour. Et donc, ce que nous avions expliqué, c'est qu'on avait dit, si votre idée complète l'idée déjà posée, vous posez à côté. Si c'est une idée pas encore dite, eh bien, vous allez sur une autre face du carrefour, donc de l'octogone. Est-ce que tu aurais une image qui illustre l'hexagone avec les cartons, si tout le monde ne l'a pas en tête? C'était celle que j'avais montrée et vous la reverrez à la fin. D'accord? Voilà. Quels sont les éléments à respecter? L'animateur peut demander à la personne qui dépose le carton d'expliquer mieux son choix, si cela ne lui semble pas clair.
S'il a l'impression, lui, qu'il n'a pas compris ce que la personne voulait dire, ça veut dire que probablement les membres du groupe non plus, donc il peut demander à la personne d'expliquer mieux son choix. Par contre, personne d'autre ne peut intervenir sur le choix de celui qui pose le carton. On ne peut pas dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Tout ça, c'est laisser le maximum de liberté à toutes les idées. Donc le but, il est vraiment ici de rassembler le maximum d'idées sur les questions posées. Ce que nous, on dit aussi, c'est qu'il nous semble que, et là, à mon avis, quelle que soit l'animation pratiquement, il faut que l'animateur soit accompagné de quelqu'un qui prend note de toutes les idées émises pour ne pas les perdre. Et donc, nous, on avait chaque fois quelqu'un qui sur un tableau, c'était un tableau papier, mais notait les idées. Parce que l'animateur, s'il doit gérer le groupe, si quelqu'un intervient et qu'en même temps, il doit prendre note, c'est quand même compliqué. Donc, quand tout le monde a placé son carton, c'est comme ça qu'on avait dit, on a dit aux personnes, est-ce que vous voulez, cette fois-ci, vous pouvez compléter vraiment. Donc, certaines choses ont été dites et donc on a fait parfois 2 tours supplémentaires de la même manière, choix et dépose du carton, en disant, vous pouvez donner d'autres idées qui n'ont pas été dites, vous pouvez compléter l'idée d'un autre et là, vous pouvez même contredire l'idée d'un autre. Et à nouveau, tout doit être noté. Donc ici, c'est bien la récolte d'un maximum d'idées qui a de l'importance. Elles doivent être notées, pas le nom de la personne qui l'a dit. Donc, nous, on n'a pas voulu qu'on sache qui a dit quoi. Nous, c'est un global d'idées qu'on voulait. Nous n'avons pas utilisé la carte saute motus, puisque le but est d'obtenir le plus d'informations possible. Par contre, nous avons dit 2e et 3e tour, si vous ne souhaitez plus rien à dire, on a dit, voilà, vous n'êtes pas obligé à ce moment-là de compléter les tours. Voilà, j'ai terminé. Donc, c'était l'image, j'ai remis l'image. Donc, vous voyez, vous avez tous les cartons ici disposés que les personnes peuvent prendre. Vous avez un carton central ici, donc, qui est ce fameux octogone, avec les petits cartons donc, que les personnes placent. Et comme vous pouvez voir, on peut placer soit pour une nouvelle idée au début d'un octogone, soit s'aligner sur des idées déjà proposées.